Problème 2 de cette épreuve EM Lyon 2018. Donc dans ce problème, alors dans le problème 1, j'avais juste modifié les questions d'informatique. Dans la partie 2, dans le problème 2, j'ai essentiellement modifié la question 3B sur des histoires de polynômes, puisque ce qui était proposé dans le sujet initial, c'était quelque chose qui demandait l'utilisation de nombres complexes. Et là, c'est plus au programme, donc on va faire autrement. Du coup, ça rend la question 3B un petit peu plus difficile que ce qu'elle n'était à l'origine, et un petit peu éloignée de ce qu'on fait, mais je l'ai quand même laissé parce que finalement, on va quand même voir des choses intéressantes là-dedans. Et c'est la seule chose, en gros, que j'ai modifiée. Donc, on a un entier supérieur à 2, Rn crochet x, classiquement, l'ensemble des fonctions polynomiales de degré inférieur ou égal à n, B, la base canonique de E, et on s'intéresse à un endomorphisme. Alors, on ne sait pas encore que c'est un endomorphisme, mais l'application phi qui, à tout polynôme P de degré inférieur ou égal à n, associe le polynôme 1 sur n x facteur de 1 moins x, P' de x, plus x, P de x. Donc voilà de quoi il s'agit là-dedans. Alors, première question. D'abord, alors, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas? Ah oui. Non. Là, ça marche. Donc, la première partie, l'étude d'un endomorphisme de polynôme. Bon. Donc, question 1A. Montrer que phi est une application linéaire. Bon, ça commence bien. Donc, ici, on a une application de polynôme. Donc, je vais prendre classiquement lambda 1 réel et P et Q, deux polynômes de Rn crochet x. Et je vais m'intéresser, si je prends un réel x, je m'intéresse à phi de lambda p plus q de x, qui sera égal à 1 sur n x facteur de 1 moins x, lambda p' de x plus q' de x, plus x facteur de lambda p de x plus q de x. C'est-à-dire que l'on va avoir alors lambda facteur de 1 sur n x facteur de 1 moins x. Ces questions-là, en fait, elles sont agaçantes, mais elles vous permettent de gagner des points facilement. Donc plus 1 sur n x facteur de 1 moins x q' de x plus x q de x. C'est-à-dire que l'on va avoir lambda phi de p de x plus phi de q de x. Conclusion, phi est linéaire. On ne sait pas encore que c'est un endomorphisme, ça arrivera, une question un petit peu plus loin. Deuxième question, enfin question 1b pour être précis. Calculer phi de x puissance n. Bon. Alors c'est un peu mal écrit parce qu'en fait là on est sur la frontière floue entre les polynômes et les fonctions polynomiales. Phi de xn, on aura donc 1 sur n, x, 1 moins x, p' de x, donc on va avoir du x puissance n moins 1, plus x multiplié par x à la puissance n. Ce qui nous fait donc x multiplié par x puissance n moins 1, donc x puissance n, moins x puissance n plus 1, plus x puissance n plus 1, c'est-à-dire x puissance n. Donc finalement, phi de x puissance n est égal à x puissance n. Question C. Montrer que phi est un endomorphisme de E. Bon, on sait déjà que phi est linéaire, et il faut montrer que pour tout P appartenant à E, phi de P appartient à E. Soit P appartenant à E. Bon. Je peux écrire P. Alors, il existe un polynôme Q de Rn-1 crochet X et un réel que je vais appeler A, tel que P
de x est égal, alors je devrais écrire tel que pour tout x appartenant à R, P de x est égal à A multiplié par x puissance n, éventuellement A peut être égal à 0, plus Q de x. Et donc, par linéarité, pour tout x appartenant à R, phi de P de x sera égal à, eh bien, A multiplié par phi de xn de x, je vais écrire ça comme ça, plus phi de q de x, c'est-à-dire à ax puissance n plus phi de q de x. Bon. Qu'est-ce que c'est que phi de q de x? Or, pour tout x appartenant à R, phi de q de x est égal à 1 sur n, x, 1 moins x, p' de... Alors, ça ne sera pas p', mais ça sera q' de x plus x, q de x. Or, le degré de q est inférieur ou égal à n-1, donc le degré de phi de q de x va être inférieur ou égal à... Ici, j'ai un polynôme de degré 2. Ici, j'ai un polynôme qui va être de degré inférieur ou égal à n-2. 2 plus n-2. Alors, je ne suis pas en train de dire que q' est forcément de degré n-2, mais il est de degré inférieur ou égal à n-2, plus 1, plus quelque chose qui va être de degré inférieur ou égal à n-1. D'où le degré de phi de q de x est inférieur ou égal à n. Donc on a un polynôme ici de degré n plus un polynôme de degré n. On en déduit que phi de p, que le degré de phi de p est inférieur ou égal à n. Par ailleurs, comme P appartient à R crochet X, eh bien, phi de P appartient aussi à R crochet X. Hein. C'est un produit de polynôme, hein, somme et produit de polynôme. Conclusion, donc, phi de P appartient à Rn crochet X. D'où phi appartient à L de E, c'est un endomorphisme de E. Vous voyez qu'il y a quand même plus de choses à faire dans cette question que beaucoup d'entre vous ont imaginé. Question 2. Déterminer la matrice A de phi dans la base B. Précisez le rang de cette matrice. Bon. La matrice de phi, on va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin de phi de x puissance k. Donc je vais prendre k appartenant à... alors... 0. Est-ce que j'ai intérêt à prendre 0n? Non, on va prendre 1n. Phi de x puissance k va être égal, alors je devrais marquer phi de x puissance k de x. 1 sur n, hein, ça ne change pas, x, 1 moins x, k x puissance k moins 1, plus x multiplié par x puissance k, c'est-à-dire k sur n, multiplié par x puissance k plus 1, k sur n, pardon, multiplié par x puissance k, moins x puissance k plus 1, plus x puissance k plus 1, c'est-à-dire k sur n 1 moins k sur n, x puissance k plus 1, plus k sur n, x puissance k. Et donc ce coefficient-là hein, vaut 0 si on a 0. Et pour k égale 0, phi
phi donc de x puissance 0, c'est-à-dire phi de 1, va être égal à x, puisqu'ici la dérivée vaut 0. Conclusion. Notre matrice A va être égale à quoi? Si je regarde ma première colonne, donc phi de x à la puissance 0, donc j'ai 0x à la puissance 0, j'ai une fois x, et en dessous, j'ai que des 0. Ensuite, phi de x, je peux appliquer cette formule-là, où je vais avoir 1, donc j'ai pas de constante déjà. Ensuite, j'ai 1 sur n x. Ensuite, j'ai 1 moins 1 sur n. Et ensuite, j'ai que des 0. Et ainsi de suite. Donc, je vais avoir 1 sur n. Ici, je vais avoir 2 sur n. Ici, j'ai 0, 0. 1 moins 2 sur n. 0, 0. Jusque ici, bon, bah, n sur n qui va faire 1. Voilà ma diagonale. Sous ma diagonale, ici, je vais avoir... Bah, ici, ça va diminuer jusque 0. Et ici, j'ai 0. Voilà ma matrice. Et les calculs dessus pour justifier. Certains d'entre vous ont essayé de donner la matrice sans faire de calcul. Ben, c'est pas toujours bien tombé pour ça. Préciser le rang de la matrice. Eh bien, on peut remarquer que la matrice est triangulaire. Son rang est le nombre de coefficients diagonaux non nuls. Donc, le rang de A. Ben, j'ai n plus 1, c'est une matrice n plus 1, n plus 1, avec un seul coefficient diagonal nul, donc son rang vaut n. Question 3a. L'endomorphisme est-il bijectif? On remarque que rang de A est égal à n, qui n'est pas égal à n plus 1. Donc l'endomorphisme phi n'est pas bijectif. Or phi est un endomorphisme d'un espace de dimension finie. Pour ces endomorphismes, être bijectif équivaut à être injectif, équivaut à être surjectif. Donc phi n'est pas injectif. S'il l'était, il serait également bijectif. Question 3b. Soit P un polynôme non nul de Kerr-Phi, montrez que P admet 1 comme racine, unique, et que P est de degré n. Donc là-dedans, il y a 3 choses à faire. Montrer que 1 est racine, montrer qu'il n'y a pas d'autre racine, montrer que P est de degré n. Montrons que P de 1 est égal à 0. Qu'est-ce qu'on a comme information? On a, pour tout x appartenant à R, phi de P de x égale 1 sur n, x, 1 moins x, P' de x, plus x, P de x, qui est égal à 0. Donc en évaluant en 1 sur n, 1 multiplié par 1 moins 1, P' de 1, plus une fois P de 1 égale 0, d'où P de 1 égale 0. Donc on vient de montrer que 1 est racine de P. On a fait la partie facile. Il faut ensuite montrer qu'il n'y a pas d'autre racine de P. Et là, ça se corse un petit peu. Donc supposons que P admette une autre racine, notée par exemple alpha,
de multiplicité, K par exemple. Et on va montrer qu'on aboutit à une contradiction. Qu'est-ce que l'on a? On a alors, comme on est toujours là-dedans, donc on a toujours pour tout x appartenant à R, phi de P de x est égal à 1 sur n x 1 moins x P' de x plus x P de x égale 0. Bon. Comme cette égalité est valable pour tout x appartenant à R, eh bien, la multiplication par x n'a pas, comment dire, ne va pas avoir beaucoup d'importance en fait. Alors, on a donc, on a toujours, je dois plutôt noter, et il existe un certain polynôme Q appartenant à Rn crochet x, tel que Q de alpha n'est pas égal à 0, et pour tout x appartenant à R, P de x, c'est x moins alpha à la puissance k, Q de x. Voilà ce qu'on a comme information. À partir de ça, eh bien, on va montrer qu'on va aboutir à une contradiction. Donc on va utiliser tout ça. Ici, comme ce sont des polynômes, on en déduit que 1 sur n 1 moins x p' de x plus p de x est égal à 0. Et p' de x, ça sera donc k x moins alpha à la puissance k moins 1 q de x plus x moins alpha à la puissance k q' de x. Je reviens là-dessus, hein. Alors je n'ai pas juste divisé par x, c'est de la division de polynôme en fait. Hein. Donc ici on a toujours du pour tout x appartenant à R. Et donc ici on a pour tout x appartenant à R. Et donc on en déduit quoi? On remplace, d'où, pour éviter de soit x appartenant à R, qu'est-ce que l'on a là-dedans? On va donc avoir du 1 sur n, 1 moins x, facteur de kx moins alpha à la puissance k moins 1 q de x, plus x moins alpha à la puissance k q' de x, est égal à, plus p de x, donc plus x moins alpha à la puissance k q de x, égale 0. Je vais mettre là-dedans x puissance alpha à la puissance k-1 en facteur, et je vais avoir facteur de quoi? Je vais donc avoir du k sur n 1 moins x q de x, plus x moins alpha q' de x, plus, c'est en facteur, donc plus x moins alpha q de x, égale 0. En évaluant en alpha, alors on divise par x moins alpha à la puissance k moins 1, k sur n 1 moins x q de x plus x moins alpha q' de x plus x moins alpha q de x égale 0. En évaluant en alpha, on va donc avoir k sur n 1 moins alpha, q de alpha, plus 0, égale 0, d'où alpha égale 1, ou q de alpha égale 0. Qu'est-ce qu'on avait supposé? Une autre racine, donc ici on avait supposé que alpha était différent de 1, et que q de alpha n'était pas égal à 0, ce qui est absurde. Conclusion, Q admet 1 pour unique racine.
Deuxième partie de la question, montrer que P est de degré n. Bon, qu'est-ce qu'on a là-dedans Donc on a P de x qui est égal à x moins alpha puissance k multiplié par q de x avec q de alpha différent de 0. On a également, comme P appartient à Kerphi, on va avoir, en revenant à cette écriture-là, on a de plus. Et donc ici, on va avoir 1 sur n 1 moins x p' de x qui va être égal à moins x à moins p de x. Ou si vous préférez, hop, car P appartient à Kerphi. Je remplace là-dedans. On a donc... Est-ce que j'ai bien fait d'écrire ça comme ça? Non, non. Je vais refaire la même chose, c'est pas utile. Donc, je vais m'intéresser au coefficient dominant, ça sera plus malin. Il existe un certain entier D, même inférieur ou égal à n, bon, appartenant à n, et un A appartenant à R, tel que donc pour tout x appartenant à R, P de x égale A multiplié par x puissance D, alors A est dans R étoile, plus un certain, je vais l'appeler R de x, où le degré de R est inférieur ou égal, est inférieur strictement même à D. Donc degré de P est égal à D. Donc quand on écrit ça, qu'est-ce que l'on a on a ça, ça, et donc on aura la chose suivante. Pour tout x appartenant à R, 1 sur n, x moins 1, multiplié par ax puissance d, ad, x puissance d moins 1, plus r' de x, est égal à ax puissance d, plus r de x. On identifie, par identification, on aura en particulier AD sur n x puissance d est égal à ax puissance d, d'où AD sur n est égal à A, ou encore D égale n. Donc le degré de P vaut n. Et travailler sur les coefficients dominants, c'est quelque chose que l'on a déjà fait. C'est une technique assez courante qu'on pouvait appliquer ici. Mais malheureusement, il n'y a pas d'autre moyen avec les éléments à notre disposition pour ce faire. Question C. En déduire une base de Kerphi. Donc là aussi, avec des complexes, on serait aidé, mais on va raisonner autrement, de façon un petit peu maligne, et on va y arriver très facilement, en fait. Qu'est-ce qu'on a comme information? On sait que P est de degré n, et que P admet 1 comme racine. Un polynôme de degré n qui admet 1 comme racine, il y en a un très simple. C'est x moins 1 à la puissance n. Considérons le polynôme, donc P égale... Alors, la fonction P qui a x a ceci, x moins 1 à la puissance n. On va calculer phi de P de x. Donc, je me donne un réel x. Phi de P de x, ça sera égal à 1 sur n, x, 1 moins x.
Et phi prime, ça va être quoi? Ça va être n, x moins 1 à la puissance n moins 1, plus x multiplié par p de x. Alors là-dedans, 1 sur n, n. Ici, on va donc avoir moins x, x moins 1 à la puissance n moins 1, plus x, x moins 1 à la puissance n, et on trouve 0. Donc ce polynôme est dans Kerphi. Donc P appartient à Kerphi, et bien sûr P est non nul. Par ailleurs, par le théorème Durand, vous avez la dimension de quart de phi plus le rang de phi qui est égal à la dimension de E, c'est-à-dire n plus 1. Ça, on a dit que c'était égal à n, d'où la dimension de quart phi est égale à 1. Dimension 1, on a un polynôme non nul, on en conclut que quart phi sera l'espace vectoriel engendré par x moins 1 à la puissance n. Et voilà qui termine la question 3. Question 4. Montrer que phi est diagonalisable. Eh bien, on a remarqué que la matrice A de phi est triangulaire et que ses coefficients diagonaux et donc ses valeurs propres sont ses coefficients diagonaux. Donc, on peut lire que le spectre de notre endomorphisme phi, ça sera 0, 1 sur n, n-1 sur n. J'ai mon spectre qui contient exactement n plus une valeur propre. Donc phi admet n plus une valeur propre distincte. Et est un endomorphisme d'un espace de dimension n plus 1. Il y a autant de valeurs propres distinctes que la dimension de l'espace. Donc phi est diagonalisable. Donc non seulement phi est diagonalisable, mais on peut ajouter, alors on ne va pas en avoir besoin dans cette question-là, hein, mais ces sous-espaces propres seront tous de dimension 1. Ces sous-espaces propres sont tous de dimension n plus 1. Ensuite, question 5. Si on regarde la question dans son intégralité, calculer phi de pk, montrer que p0pn est une base de E, expliciter la matrice de phi dans cette base, déterminer les sous-espaces propres. Tout ça, si les pk ne sont pas des vecteurs propres de phi, je ne vois pas en quoi ça pourrait nous être utile. Donc c'est ça certainement qu'il faut obtenir. C'est-à-dire qu'il faudrait exprimer phi de pk en fonction de pk. Donc je me donne un x appartenant à R et k dans 0n. Je vais m'intéresser à phi de... Alors, est-ce qu'il faut traiter le 0 à part on n'est pas obligé. Phi de pk de x, ça va être quoi? De toute façon, mon pk est toujours de degré k, donc les degrés échelonnés là ça marche pas. 1 moins x, p' de x. Donc on va avoir du k, x puissance k moins 1
1 moins x à la puissance n moins k, plus n moins k, 1 moins x à la puissance n moins k moins 1. Donc ça, c'est bien sûr, comme je fais n moins k moins 1, il faut ici que j'arrive dans n-1 et que je ne prenne pas le 1 non plus. Donc on traitera ces deux éléments de façon séparée après. Et en fait, on les a déjà. Voilà ce qui se passe. J'ai oublié le x de x plus x. Donc j'aurai k plus 1. 1 moins x à la puissance n moins k. Très bien. On va continuer à développer. Notre objectif étant d'essayer de faire apparaître ce qu'il faut. Je me rends compte que j'oublie un x. Donc, ici, si je multiplie ça, donc je vais avoir du 1 sur n, 1 moins x, x puissance k, 1 moins x puissance n moins k. Donc ça, c'est plutôt bien. Ici, on reconnaît pk. Plus, j'oublie ici de multiplier par x puissance k, 1 sur n, x puissance k, 1 moins x puissance n moins k, plus x puissance k, 1 moins x puissance n moins k. Donc bref, là j'ai du pk de x, et là aussi. Ce qui fait que ce pk, je vais pouvoir le mettre en facteur. Donc je vais avoir 1 sur n facteur de 1 moins x, plus 1 sur n x plus x, le tout facteur de pk de x. J'ai oublié un k quelque part quand même, dans la première partie, donc ici, c'est ici, je vais avoir du k sur n. Et l'autre ici, j'ai du n-k que j'ai oublié. Ça va vouloir aller un petit peu vite. Donc ici, si je mets tout au même dénominateur, donc tout va être sur n, donc je vais avoir du k moins kx plus nx moins kx plus nx. Le tout divisé par n, multiplié par pk de x. Alors ça ne me plaît pas des masses parce que les choses ne s'arrangent pas comme elles le devraient. Parce que ici, donc ici ça fait bien ça, mais ici, comme je dérive ça, j'ai un moins qui apparaît ici. À force de voir mon x moins 1 au lieu du 1 moins x, donc k moins kx moins nx plus kx plus nx, et je vais retrouver k sur n pk de x. Conclusion. On a phi de pk. Alors non, pardon, on va pas. Par ailleurs, donc pour k égale 0, donc phi de p0 de x, ça sera donc phi de p0, on a du 1 moins x à la puissance n moins 0. Alors dommage, nous on a fait le x moins 1 au lieu de faire le 1 moins x. C'est un petit peu dommage, mais c'est pas très grave. Donc on va avoir du 1 sur n x, 1 moins x, p' de x qui va être du n multiplié par moins 1, 1 moins x à la puissance n moins 1, plus x, 1 moins x à la puissance n, et ça nous fait donc
Phi 0. Ok. Et donc, ensuite, phi de Pn de x, on va avoir phi de x puissance n, et ça on sait que c'est x puissance n. Et donc bah, ça fonctionne aussi, puisque ça c'est du k sur n p de pk, et ça c'est du k sur n pk. Conclusion, pour tout k appartenant à 0n, phi de pk est égal à k sur n pk. Donc on a bien un vecteur propre. Enfin, on a des vecteurs propres associés aux valeurs propres qui sont justement les k sur n. Donc ça, c'est très bien. Petit b. Montrer que P0, Pn est une base de E et expliciter la matrice de phi dans cette base. Eh bien, on remarque, d'après ce qui précède, pour tout cas appartenant à 0n, Pk est un vecteur propre de phi associé à la valeur propre k sur n. Donc la famille P0, Pn est constituée de vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes, associés à des valeurs propres distinctes. En tout cas, en effet, un pk n'est pas le polynôme nul, j'ai oublié de le préciser. Donc elle est libre. Par ailleurs, elle a le bon nombre des vecteurs. Par ailleurs, elle contient n plus 1 vecteurs dans un espace de dimension n plus 1. C'est une base de E. P0 jusque Pn est une base de E. On a calculé les phi de pk dedans. Donc la matrice dans la base P0 Pn de phi, ça sera donc 0, 1 sur n, jusqu'à n-1 sur n et 1, 0 et 0. La matrice est diagonale. Dernière question de cette première partie. Les sous-espaces propres, eh bien, ils vont être, comment dire, les sous-espaces propres de phi sont tous de dimension 1. L'espace propre, donc E, on a, d'après ce qui précède, pour tout cas appartenant à 0n, ker de phi moins k sur n identité, c'est l'espace vectoriel qui va être engendré par pk. Un espace vectoriel de dimension 1. Pas besoin de chercher d'autres vecteurs là-dedans. Et voilà pour cette première partie. Passons à la partie 2. Étude d'une suite de variables aléatoires. Bon. Donc,
On considère une urne qui contient n boules numérotées de 1 à n, indiscernables au toucher. On effectue dans cette urne une suite de tirages avec remise, et on suppose que l'expérience est modélisée par un espace probabilisé oméga AP classique. On note alors pour tout cas appartenant à une étoile, yk est la variable aléatoire prenant pour valeur le nombre de numéros distincts qui ont été tirés lors des cas premiers tirages. Par convention, y0 égale 0, évidemment, puisque quand on n'a rien tiré, on n'a rien tiré. Donc, question 6a. Déterminer la loi de Z2, sachant que la variable aléatoire ZK, elle prend 1 si le kème tirage amène un numéro qu'on n'a pas déjà tiré, et 0 sinon. Et évidemment, Z1 égale 1, puisque lors du premier tirage, on va forcément avoir un nouveau numéro. On peut remarquer que Z2 de oméga, c'est 0, 1, donc Z2 est une variable de Bernoulli. Et donc, il nous suffit de calculer P de Z2 égale 1, ce qui nous donnera le paramètre de ces lois de Bernoulli et nous permettra de répondre à la question. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Eh bien, on doit tirer parmi les n boules qui sont dans l'urne, une boule que l'on n'a pas déjà tirée. Et évidemment, au premier tirage, il y en a une que l'on a tirée, donc il en reste n-1 boules non tirées, n-1 boule non tirée au premier tirage, sur une boule, sur une n, boule tirée, sur n boules en tout. Donc Z2 va suivre la loi de Bernoulli, de paramètres, n-1 sur n. Donc il y a quand même un minimum d'explications à donner, mais c'est pas non plus la peine de faire un roman pour expliciter ça. Question 6b. Soit K appartenant à n, donner la valeur de P, sachant YK égale J, de P de ZK égale 1. Donc YK est égal à J, de Z, j'ai dit ZK mais c'est ZK plus 1, égale 1. Bref, de tirer une nouvelle boule parmi les J. Donc évidemment on a toujours n boules en tout. Et parmi ces n boules, eh bien n-j, n-j boules n'ont pas été tirées. N-i n'ont pas déjà été tirées. Donc, la loi est la suivante. Pour tout J de 1K, P, sachant YK égale J, de ZK plus 1 égale 1, on ne nous demandait pas la loi, c'est n-j sur n, j'étais pas obligé de recopier, j'aurais pu juste encadrer le résultat précédent, c'est pas très grave. En déduire que P de ZK égale 1, donc on a YK de oméga, c'est le nombre de boules tirées, donc on a entre 1 et K. Donc, en utilisant le système complet d'événements lié à la variable YK, c'est-à-dire les YK égale J, où J est entre 1 et K, par la formule des probabilités totales. Pour tout cas appartenant à n étoile, eh bien la probabilité d'avoir ZK plus 1 égale 1, c'est la somme pour J allant de 1 à K des probabilités
que YK soit égal à J multiplié par la probabilité, sachant que YK égale J, de ZK plus 1 égale 1. C'est-à-dire la somme pour J allant de 1 à K des N moins J sur N multiplié par la probabilité que YK soit égal à J, c'est-à-dire c'est bien ça. C'est-à-dire que l'on va avoir la somme des 1, la somme donc des 1 une fois P de YK égale J, moins 1 sur N, multiplié par la somme pour J égale 1 à K, de J, P de YK égale J. Cette somme-là, elle vaut 1. Cette somme-là, on reconnaît l'espérance de YK. Est égale donc à 1 moins 1 sur N, E de YK. Conclusion, pour tout K appartenant à N étoiles, P de ZK plus 1 égale 1 vaut 1 moins 1 sur N multiplié par l'espérance de YK. Encore une question de terminer. Question suivante. Question C. En remarquant que YK est égal à la somme en question. Question C. En remarquant que YK c'est la somme des ZJ, eh bien on va pouvoir réécrire les choses autrement. D'après ce qui précède, la probabilité d'avoir ZK plus 1 égale 1. C'est 1 moins l'espérance, moins 1 sur N, espérance de YK, c'est-à-dire 1 moins 1 sur N, multiplié par la somme pour J, allant de 1 à K des espérances de ZJ par linéarité de l'espérance. Et on veut la probabilité de ZJ égale 1, donc on va avoir 1 moins 1 sur N, multiplié par la somme pour J allant de 1 à K, des 0 multipliés, de toute façon ZJ, c'est une loi de Bernoulli, hein, donc multiplié par la probabilité que ZJ soit égal à 1, puisque ZJ de oméga c'est 0,1. Donc ZJ suit une loi de Bernoulli. Dont l'espérance vaut P de ZJ égale 1. Et ben voilà, conclusion. Pour tout cas appartenant à N étoile, la probabilité d'avoir ZK plus 1 égale 1, c'est 1 moins 1 sur N, somme pour J allant de 1 à K, des P de ZJ égale 1. On déduira alors que pour tout cas appartenant à N, P de ZK égale 1 égale machin. Bon bah très bien. On a clairement à la question C une relation qui lie P de ZK égale 1 avec tous les précédents. Bon. Ça donne lieu à une récurrence. Hein. Donc question D. Soit K appartenant à N étoiles. On note PK la proposition.
Pour tout J appartenant à 1K, c'est une récurrence forte en fait, hein, la probabilité d'avoir Z J égale 1, c'est donc 1 moins 1 sur n à la puissance J moins 1. Si on regarde ce qui se passe pour 1, pour k égale 1, vous avez Z1 qui vaut 1. Donc la probabilité que Z1 soit égal à 1 vaut 1. C'est-à-dire 1 moins 1 sur n à la puissance 1 moins 1. Donc P1 est vrai. Hérédité. Soit K appartenant à n, tel que pour tout J appartenant à 1K, la probabilité d'avoir ZJ égale 1 vaut 1 moins 1 sur n à la puissance J moins 1. La probabilité d'avoir ZK plus 1 égale 1, d'après ce qui précède, c'est 1 moins 1 sur n, multiplié par la somme pour J allant de 1 à K, des P de ZJ égale 1, d'après la question 6C. Et ensuite, par hypothèse de récurrence, on va s'en sortir. On va avoir du 1 moins 1 sur n à la puissance J moins 1, par hypothèse de récurrence. Un petit changement d'indice. I allant de 0 à k moins 1, des 1 moins 1 sur n à la puissance I, en posant I égale J moins 1. Et on se retrouve avec une somme géométrique, 1 moins 1 sur n. Cette somme vaut 1 moins 1 sur n à la puissance k, divisé par 1 moins 1 sur n. C'est-à-dire que l'on va avoir 1 moins 1 moins 1 sur n à la puissance k. Je multiplie tout par n, divisé donc par n moins 1. C'est ça. Et donc on va avoir, en mettant tout au même dénominateur, n moins 1 moins 1 plus 1 moins 1 sur n à la puissance k. Non, pardon, ici je me rends compte que j'ai fait une bêtise, c'est 1 moins 1 sur n. Donc ici, on va avoir 1 sur n, et ici on aura du 1 sur n, qui vont se simplifier, et ça sera beaucoup plus simple. On aura 1 moins 1 plus 1 moins 1 sur n à la puissance k, c'est-à-dire 1 moins 1 sur n à la puissance k. Donc, pk plus 1 est vrai. Et il ne reste qu'à conclure. Par principe de récurrence. Pour tout k appartenant à n étoiles, P de zk égale 1 vaut 1 moins 1 sur n à la puissance k moins 1. Et voilà ce qui conclut cette question 6D. Passons à la question d'après. Question 6E. En déduire alors l'espérance de YK. Eh bien, d'après la question 6B, vous avez P de ZK plus 1 égale 1 est égal à 1 moins 1 sur n espérance de YK, d'où E de YK va être égal à n facteur de 1 moins P de ZK plus 1
égale 1. C'est-à-dire n facteur de 1 moins 1 moins 1 sur n à la puissance k. On pouvait l'avoir aussi avec la somme des P de ZJ égale 1, mais ça n'avait pas trop d'intérêt. Donc voilà pour cette question 6e. Alors j'espère que vous m'entendez, parce que je me rends compte qu'en fait, ma tête apparaît pas. Voilà, c'est réglé. C'est pas forcément ça que je voulais, mais c'est réglé. Bref, c'est pas important, ma tête c'est pas le plus important. Question 7. On note pour tout cas appartenant à n, gk le polynôme de Rn crochet x défini pour tout réel x par gk de x égale machin. Déterminer G0, G1 et G2. Bon. Donc, on va se donner x appartenant à R. G0 de x, ça sera donc la somme pour i allant de 0 à n des p de y0 égale i multiplié par x à la puissance i. Or, y0 égale 0, donc pour tout i différent de 0, la probabilité d'avoir y0 égale i vaut 0. Et donc il ne reste que ce qui se passe pour 0. D'où g0 de x est égal à p de y0 égale 0, multiplié par x à la puissance 0, c'est-à-dire 1 fois 1, c'est-à-dire 1. Pour tout x appartenant à R, g0 de x est égal à 1. La somme, en fait, il en reste pas beaucoup. Et ça va être la même chose pour le G1, G2. Les sommes vont être toutes petites, en fait. Pour G1, donc toujours pareil, je me donne un réel x. G1 de x, ça sera la somme pour i allant de 0 à n des p de y1 égale i, multiplié par x puissance i. Or, y1, y1 vaut forcément 1. Donc, G1 de x, ça sera donc la probabilité que y1 soit égal à 1 multiplié par x à la puissance 1, c'est-à-dire 1 fois x, c'est-à-dire x. Alors pourquoi y1 égale 1? Parce que dès qu'on a fait un tirage, on a forcément un nouveau numéro. Donc pour tout x appartenant à R, G1 de x est égal à x. Non, pas question. G2 maintenant. Donc toujours pareil. G2 de x, ça sera la somme pour i allant de 0 à n des p de y2 égale i, x puissance i. Or, y2 de oméga, qu'est-ce qu'on va avoir pour y2 de oméga? Y2, 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 c'est donc Z1, on n'a même pas, Y2, c'est Z1 plus Z2, c'est-à-dire Z1 vaut 1, donc on a 1 plus Z2. Or, Z2 peut être égal à 0 ou à 1. Or, Z2 de oméga est égal à 0, 1. Donc, Y2 de oméga va être égal à 1 et 2. Et donc, G2 de x, ça sera P de Y2 égale 1 multiplié par x, plus P de Y2 égale 2 multiplié par x au carré. Or, avoir y2 égale 1, c'est avoir z2 égale 1. y2 égale 1, si et seulement si z2, pardon, j'ai dit 1 mais c'est 0,
et y2 égale 2 si et seulement si z2 vaut 1. D'où, ici, on aura la probabilité d'avoir z2 égale 0 multiplié par x, plus la probabilité d'avoir z2 égale 1 multiplié par x carré. C'est-à-dire, la probabilité que z2 soit égal à 1, on la connaît. Et donc ici, on va avoir 1 moins la probabilité que z2 soit égal à 1 multiplié par x, plus la probabilité que z2 soit égal à 1, on la connaît, c'est 1 moins 1 sur n à la puissance 2 moins 1 multiplié par x carré. Ça nous fait la puissance 1, donc on va avoir 1 moins 1 plus 1 sur n x plus 1 moins 1 sur n x carré. Et donc on a tout ce qu'il nous faut. D'où, pour tout x appartenant à R, G2 de x vaut 1 sur n x plus 1 moins 1 sur n x carré. Donc un polynôme de degré 2. Voilà pour la question, c'était la 7a. Question 7b. Montrer que pour tout cas appartenant à n, la probabilité que yk plus 1 soit égal à i est égale à 2 machin. Bon. Pour ça, évidemment, yk plus 1, on va utiliser la zk en fait. Donc soit k appartenant à n étoiles. Yk plus 1, c'est la somme pour j allant de 1 à k plus 1 des zj, c'est-à-dire je mets le dernier à part, zk plus 1 plus la somme pour j allant de 1 à k des zj, c'est-à-dire zk plus 1 plus yk. Voilà ce que j'ai. Évidemment, zk plus 1 va suivre la loi de Bernoulli, deux paramètres que l'on a vus avant, 1 moins 1 sur n, le tout à la puissance k. Bon, il n'y a plus qu'à faire le travail. Alors, pour avoir un réel i, alors il nous faut le yk plus 1. De oméga. C'est une somme de variables de k plus une variable aléatoire qui peuvent être égales soit à 0, soit à 1. Donc au minimum, ça vaut 0. Et au maximum, ça vaut k plus 1. Donc je me donne un réel i. On nous le demande dans 0n. Au pire, si ça dépasse, ça vaut 0. Hein. C'est k plus 1. Soit i appartenant à 0n. Oui. Ouais. Donc la probabilité d'avoir yk plus 1 qui est égal à i. En fait, ici, si k plus 1 dépasse n, on aura des probabilités nulles. Je vais mettre inclus ici. Donc, pour avoir ça, qu'est-ce qu'il faut avoir? Eh bien, pour avoir yk plus 1 qui vaut i, soit vous avez yi qui vaut 1, vous avez vous avez la probabilité d'avoir yk qui vaut i, et dans ce cas-là, zk plus 1 qui vaut 0,
Ou alors, vous avez yk qui vaut i-1, et vous avez zk plus 1 qui vaut 1. En fait, ça revient à faire des probabilités totales. Donc on va avoir la probabilité d'avoir zk plus 1 égale 0, multiplié par la probabilité d'avoir yk égale i, plus la probabilité d'avoir zk plus 1 qui vaut 1, bon, les zk ne sont pas indépendants. Je suis en train d'écrire des bêtises. On va donc avoir la probabilité d'avoir yk qui vaut i, multiplié par la probabilité, sachant que yk égale i, d'avoir zk plus 1 égale 0, plus la probabilité d'avoir yk égale i-1, multiplié par la probabilité, sachant que yk égale i-1, d'avoir zk plus 1 égale 1, par incompatibilité. Et formule des probabilités composées. On va donc avoir la probabilité d'avoir yk égale i, multiplié par la probabilité que zk plus 1 soit égal à 0, sachant que yk égale j. Et donc on va avoir du 1 moins 1 moins n moins zi sur n, d'après la question 6b. Plus la probabilité que yk soit égal à i-1 multiplié par n moins i-1 sur n. C'est-à-dire, et là on va avoir exactement ce que l'on veut, on va avoir du i sur n p de yk égale i, plus 1 moins i-1 sur n, p de yk égale i-1. Et ben c'est ça qu'on vous voulait. Conclusion. Pour tout k appartenant à n, pour tout i dans 0n, la probabilité d'avoir yk plus 1 égale i vaut i sur n p de yk égale i plus 1 moins i-1 sur n, p de yk égale i-1. Encore une question de terminer. Question 7c. Montrez que pour tout réel x, g k plus 1 de x est égal à 1 sur n x facteur de 1 moins x g' k de x plus x gk de x. Bon. Je me donne un entier n et x un réel. Gk plus 1 de x, ça va être quoi? Bah, par définition, c'est la somme pour i allant de 0 à n dp de yk égale i multiplié par x puissance i. Bon. Je vais pour ça utiliser ici, c'est k plus 1. Et donc j'utilise ce qui précède. Je vais donc avoir la somme pour i allant de 0 à n des i sur n p de yk égale i, x puissance i, plus 1 moins i-1 sur n, p de yk égale
i moins 1 multiplié là aussi par x puissance i. Donc on a écrit ça. Évidemment, on va pouvoir découper ici en deux sommes. Donc on va avoir le 1 sur n ici que je peux sortir. 1 sur n somme pour i allant de 0 à n des i p de yk égale i x puissance i plus est-ce que je sors le 1 sur n? Non. Plus donc la somme pour i allant de 1 à n des 1 moins i moins 1 sur n, probabilité que yk soit égal à i moins 1 multiplié par x à la puissance i. Bon. Là-dedans, on va avoir... pourquoi j'ai mis i c'est 0 ici j'ai un petit doute sur un truc. Bon, donc la suite est plus compliquée que ce que j'imaginais, mais ça se fait bien. Et surtout, j'ai pu voir que, enfin, en tout cas, dans le corrigé que j'ai trouvé, il y a une erreur à ce niveau-là. Erreur que je vais vous donner, et je vais vous expliquer pourquoi c'est pas tout à fait ça. Donc, on a cette chose-là qu'on va laisser comme ça. Donc, on a 1 sur n, somme pour i allant de 0 à n des i p de yk égale i x puissance i, que je laisse comme ça pour le moment. Et en fait, dans le corrigé que j'ai trouvé, je ne sais plus où, peu importe, ici, pour la deuxième somme, ils mettent la somme pour i allant de 1 à n plus 1. Sauf que je vois pas pourquoi on change la somme comme ça, alors qu'il n'y a pas de raison ici que la somme passe de i égale 1 à n plus 1. Donc, on va découper cette somme-là en deux morceaux. On va donc avoir la somme pour i allant de 0 à n des p de yk égale i moins 1 multiplié par x puissance i, moins 1 sur n que je vais mettre en facteur là aussi, multiplié par la somme pour i allant de 0 à n, des i moins 1, p de yk égale i moins 1, x puissance i. Alors, les artifices que l'on va faire, si on regarde ici et là, on a presque la même somme, sauf qu'ici on a des i-1, donc je vais passer ici à du i-1. Donc la première somme, je n'y touche pas. Est-ce que j'ai intérêt à... je ne vais pas y toucher pour le moment. Plus la deuxième somme, je ne vais pas y toucher pour le moment. Moins 1 sur n, et donc là, je vais mettre un x en facteur. Somme pour i allant de 0. Alors, ici, on peut passer à 1. Des i-1, p de yk égale i-1, x puissance i-1. Pourquoi est-ce qu'on peut faire ça? Tout simplement parce que la probabilité que yk soit égal à moins 1 vaut 0. Donc je peux retirer le terme qui correspond au premier terme de la somme. Bon. Une fois que j'ai fait ça, dans cette somme, eh bien, je vais faire un changement d'indice. Je vais poser j égale i-1. Donc je vais avoir du 1 sur n. Ma somme pour i allant de 0 à n des i p de yk égale i x puissance i, plus ma deuxième somme pour... Alors, elle aussi, elle peut commencer à 1, en fait. Hein. J'aurais pu même mettre 1 directement ici. Et là aussi, je peux sortir x. P, donc, de yk égale j. Ben, je vais le faire directement. Hein. Hop. Hop. Et ici, je vais avoir de j allant de 0 à n-1, moins 1 sur n, x,
somme pour j allant de 0 à n-1 des j, p de yk égale j, x puissance j. Voilà. Et donc là, si on regarde bien, ici et là, on a presque la même somme à un terme près, hein, c'est ce qui se passe pour n. Donc je vais sortir le terme en n. Donc 1 sur n multiplié par n, ça nous fait 1. Donc je vais avoir la probabilité que yk soit égal à n multiplié par x puissance n, plus, ici j'ai cette somme-là jusqu'à n-1, celle-là aussi. Donc je vais avoir 1 sur n facteur de 1 moins x, multiplié par la somme pour j allant de 0 à n-1, pour i, hein, des i, p de yk égale i multiplié par x puissance i, plus x multiplié par la somme pour i allant de 0 à n-1 des p de yk égale i, x puissance i. Alors, ici, dans cette somme-là, c'est bien sûr cette partie-là qui va jouer le rôle de gk de x, mais il m'en manque un. Je pourrais prendre ce morceau-là. Mais si je fais ça, est-ce que je peux faire ça? D'une part, je n'ai pas le x qui est multiplié devant. Bon, c'est pas grave. Le premier morceau, je vais dire que c'est x plus 1 moins x, multiplié par la probabilité d'avoir yk égale n, x puissance n, plus 1 sur n, 1 moins x, somme pour i allant de 0 à n-1 des i, p de yk égale i. Alors il faudrait que j'ai du x puissance i-1 pour faire apparaître ma dérivée, donc je vais le faire apparaître. Je remets un x devant. Plus x, somme pour i allant de 0 à n-1 des p de yk égale i, x puissance i. Et donc là ici, je vais découper cette partie-là en deux. Cette partie-là, alors pour m'éviter de tout réécrire, ça c'est x, p de yk égale n, x puissance n, plus x, 1 moins x, 1 sur n, n, p de yk égale n, x puissance n moins 1. Pourquoi je fais ça? Parce que ce premier morceau-là, je vais le mettre dans cette somme-là, et ce morceau-là, je vais venir l'intégrer dans cette somme-là. Et donc, je vais avoir du 1 sur n, x, 1 moins x. J'ai rajouté exactement le bon morceau pour avoir du i, p de yk égale i, x puissance i moins 1, plus x, somme pour i allant de 0 à n, des p de yk égale i, multiplié par x puissance i. Et ici, je reconnais la dérivée de gk de x, et ici, je reconnais gk de x. Donc c'est un calcul un peu astucieux, je n'avais pas forcément remarqué ça comme ça quand j'avais regardé le travail pour la première fois. Mais bon, c'est pas très grave, hein. Pour tout réel x, gk plus 1 de x est égal à 1 sur n x facteur de 1 moins x gk' de x plus x gk de x. Et voilà pour la question 7c. 7d. En déduire que pour tout x appartenant à R, gk de x égale phi puissance k de g0 de x. Bon, c'est de la récurrence là, hein, clairement. Donc soit k, soit x appartenant à R et k appartenant à n. On note pk la proposition, gk de x est égal à phi puissance k de g0 de x. On initialise. Tac. Pour
k égale 0. Vous avez G0 de x qui est égal à l'identité de G0 de x, c'est-à-dire phi puissance 0 de G0 de x. Donc, P0 est vrai. L'hérédité. Soit K appartenant à N, tel que G K de x est égal à phi puissance K de G0 de x. Bon. Gk plus 1 de x, c'est d'après ce qui précède, 1 sur n, x, 1 moins x, g'k de x, plus x, gk de x. D'après la question qui précède, c'est-à-dire la 7c. Passons tout de suite à une nouvelle page. Donc on va avoir du 1 sur n, x, 1 moins... attendez. Que je ne dise pas de bêtises, on peut peut-être faire apparaître phi tout de suite, mais bien sûr. Et ça, on reconnaît tout de suite phi de gk de x. C'est-à-dire, par hypothèse de récurrence, phi de phi puissance k de g0 de x par hypothèse de récurrence. C'est-à-dire phi puissance k plus 1 de g0 de x. Conclusion. Par principe de récurrence, pour tout k appartenant à n et pour tout x appartenant à r, gk de x, c'est phi puissance k de g0 de x. Et on a terminé, je crois, la question. Oui. Passons à la question 8. Pour tout k appartenant à n, calculez gk de 1. Bon. Gk de 1, qu'est-ce que c'est? C'est la somme pour i allant de 0 à n, dp de yk est égal à i, multiplié par 1 puissance i, c'est-à-dire la somme pour i allant de 0 à n, dp de yk égale i. Et ça, c'est la somme des probabilités. Donc ça va valoir 1. Tout simplement parce que yk de oméga, en fait, c'est 0n. Si k, enfin, c'est 0n. Ou plutôt, c'est inclus dans 0n. Donc, pour tout k appartenant à n, gk de 1 vaut 1. Ensuite, on nous demande gk' de 1. G'k de 1, ça sera donc la somme pour i allant de 0, oui, à n des i, p de yk égale i, x puissance, alors 1 puissance i moins 1, c'est-à-dire la somme pour i allant de 0 à n des ip de yk égale i, c'est-à-dire l'espérance de yk. G'k de 1, c'est l'espérance de yk. Question 8b. En déduire
que pour tout k appartenant à n, l'espérance de yk plus 1 est égale à 1 moins 1 sur n, espérance de yk plus 1. Ben, d'après ce qu'on vient de dire, l'espérance de yk plus 1, ça sera donc g' k plus 1 de 1. Voilà. Ce g' k plus 1, moi ça me fait penser à la question 7c. Donc on aura quoi? On aura donc du 1 sur n facteur 2. La dérivée de x facteur de 1 moins x, c'est-à-dire de x moins x carré. Donc on va avoir du 1 moins 2x, g' de x, plus x facteur de 1 moins x, g seconde k de x, plus gk de x. Alors, je ne vais pas écrire ça comme ça. Vous avez l'idée, hein, mais plus x g'k de x. Donc, l'espérance de yk plus 1, c'est g'k plus 1 de 1, c'est-à-dire 1 sur n facteur 2. Donc 1 moins 2, ça nous fait moins 1, moins g'k de 1, plus 0, plus gk de 1, plus g'k de 1. C'est-à-dire que l'on va avoir gk de 1 qui vaut 1, plus 1 moins 1 sur n multiplié par g'k de 1. Je vais écrire ça comme ça, c'est-à-dire 1 plus 1 moins 1 sur n, espérance de yk. C'est ça que l'on voulait. Donc, conclusion. Pour tout k appartenant à n, l'espérance de yk plus 1 vaut 1 moins 1 sur n, espérance de yk plus 1. Retrouvez alors l'expression de l'espérance de yk. Ben ici, qu'est-ce qu'on remarque? Si on pose uk égale espérance de yk, alors uk est arithmético-géométrique. On résout. X égale 1 moins 1 sur n, x plus 1. Ce qui revient à dire donc 1 sur n, x égale 1, c'est-à-dire que x égale n. Posons pour n appartenant à n, pour k appartenant à n, vk est égal à uk moins n. Alors, bon, je ne le fais pas parce que c'est pas très compliqué, on montre
aisément que Vk est géométrique de raison 1 moins 1 sur n et que V0 c'est U0 moins n, c'est-à-dire E de Y0 moins n, et comme Y0 vaut 0, ça vaut moins n. Nous, pour tout cas appartenant à n, Vk est égal à moins n 1 moins 1 sur n à la puissance k. Et donc, pour tout cas appartenant à n, uk, ça sera donc moins n facteur de 1 moins 1 sur n à la puissance k plus n, c'est-à-dire n facteur de 1 moins 1 sur n à la puissance k. Et donc on retrouve bien pour tout cas appartenant à n, E de yk est égal à n facteur de 1 moins 1 sur n à la puissance k. Là, il y a plein de petites questions qu'on peut faire sans forcément avoir tout réussi, hein. On nous donne les résultats dans plein de questions, donc il ne faut pas hésiter à les utiliser pour faire la suite. Gk de 1, G'K de 1, on vous donnait Gk, donc ça on pouvait les calculer, en déduire que l'espérance de xk, on vous donnait tout ce qu'il fallait avant, vous pouviez assez facilement faire ces questions. Question 9. 9a. On rappelle que les polynômes mériens sont définis à la question 5. Ok. Calculer la somme pour j allant de 0 à n des pj. Bon, on va se donner un réel x. La somme pour j allant de 0 à n des n parmi j, pj de x. C'est donc la somme pour j allant de 0 à n des n parmi j. C'est des j parmi n. Et les PJ, où sont-ils? Les PJ, où sont-ils? Ils sont là. Donc on va avoir du x puissance j, 1 moins x puissance n moins j, binôme de Newton. Ça c'est x plus 1 moins x, le tout à la puissance n par le binôme de Newton. C'est-à-dire 1. Conclusion. Pour tout x appartenant à R, la somme pour j allant de 0 à n des j parmi n pj de x est égale à 1. 9b. Montrer que pour tout j appartenant à 0 à n, pour tout j, pj de x égale. Bon allons-y, hein. C'est encore du calcul. Je me donne un réel x. Mon pj de x, c'est quoi? Je viens de le dire, je m'en souviens déjà plus. C'est x puissance j, 1 moins x, puissance n moins j. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va faire du binôme de Newton. On va avoir donc du x puissance j. La somme pour, je peux utiliser k ici, allant de 0 jusqu'à n-j, des k parmi n-j. Alors, on me veut du moins 1. Donc je vais avoir du 1 puissance. Alors il faut que j'utilise les choses judicieusement. Je vais mettre le n moins j moins k ici. Et du moins x, le tout à la puissance k.
c'est-à-dire que je vais avoir x puissance j, la somme pour k allant de 0 à n-j, des k parmi n-j. Le 1, il s'en va, on va avoir du moins 1 à la puissance k, x à la puissance k. Je multiplie par x puissance j, donc je vais avoir la somme pour k allant de 0 à n-j, des k parmi n-j, moins 1 puissance k, x puissance k plus j. Très bien, et bien il ne me reste plus qu'à poser i égale k plus j. Donc je vais avoir la somme pour i allant de k jusque pourquoi k de j jusque n, des k qui vont devenir i-j parmi n-j, moins 1 puissance k qui devient i-j, x puissance i. Et c'est ça que l'on veut. Conclusion. Pour tout x appartenant à R, pour tout j appartenant à 0n, pj de x vaut la somme pour i allant de j, j'ai oublié ici de le dire en posant i égale k plus j. Donc de i à n, des i-j parmi n-j, moins 1 puissance i-j, x puissance i. Question C. En déduire que pour tout k, pour tout x, pour tout k, phi puissance k de g0 de x est égal à cette somme qui a l'air assez infâme, mais en fait, pas tant que ça. Ce phi puissance k de g0 de x, c'est égal à gk de x. D'après la question 7D. Vous avez, pour tout x appartenant à R, pour tout j, pour tout k appartenant à n, gk de x, c'est phi dérivé k fois en g0 de x. Plutôt dans le sens contraire, il faudrait que je l'écrive, ça serait plus logique, puisqu'on me demande moi de calculer phi puissance k de g0 de x. C'est donc gk de x, c'est-à-dire la somme pour i allant de 0 jusqu'à n des p de yk est égal à i multiplié par x à la puissance i. Bon. Ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça ensuite ? Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux utiliser G0 de x, c'est 1. Non, on va être plus malin que ça. C'est donc phi dérivé k fois du polynôme 1 en x, d'après le fait que g0 soit égal à 1, c'est-à-dire la question 7a. Ça c'est donc phi k, le 1. Je peux dire que d'après la question 9a, c'est la somme
pour j allant de 0 à n des j parmi n p j de x. Ça, c'est d'après la 9a. Je devrais plutôt mettre les choses comme ça. Et ensuite, phi est linéaire, donc phi puissance k aussi. Donc je vais avoir ici la somme pour j allant de 0 à n, des j parmi n, phi dérivé k fois de pj de x, par linéarité de phi, donc, de phi puissance k. Or, phi puissance k de pj, des j parmi n, phi k de pj, alors phi de pj, on avait trouvé k sur n pj, donc on va avoir du k sur n, c'est pj, donc on va avoir du j sur n à la puissance k, puisqu'on le fait k fois, multiplié par pj de x, d'après la question où on a montré ça, c'est-à-dire la 5 quelque chose, c'est-à-dire la 5a. Ok. Et maintenant, on pourrait utiliser la question B. La somme pour j allant de 0 à n des j parmi n, j sur n à la puissance k et pj de x. C'est donc la somme pour i allant de j jusque n des i moins j parmi n moins j moins 1 puissance i moins j x puissance i d'après la 9b. Vous voyez que je n'ai pas inventé grand-chose, je n'ai fait que du lien entre les questions. Alors, il y a des choses, j'ai eu un petit peu de mal à m'en rappeler parce que, à la différence de vous, je n'ai pas fait cette correction en une fois, mais je m'y suis repris en 2 fois, donc je n'avais pas forcément en tête ce qu'on avait fait, en tout cas pas clairement en tête ce qu'on avait fait dans les parties d'avant. Mais voilà ce que l'on obtient. Et là, est-ce qu'on a tous les morceaux ? Oui, donc il n'y a plus qu'à tout remettre dans l'ordre. Donc, conclusion. Pour tout k appartenant à n, pour tout x appartenant à R, phi dérivé k fois 2g0 de x est égal à la somme pour i. C'est pas tout à fait ça qu'on a, mais c'est pas grave. Donc nous on a, je vais rajouter une ligne. Donc on a la somme pour j allant de 0 à n, de la somme pour i allant de j à n, des j parmi n, i moins j parmi n moins j, j sur n à la puissance k, moins 1 puissance i moins j, x puissance i, et en changeant mon ordre de sommation, je vais donc avoir la somme pour i. La plus petite valeur que peut prendre i, c'est 0. Au maximum, i va à n. Et ensuite, j. J doit commencer à i. Donc, à i ici. Non, i doit être plus petit que j. J, pardon. I est plus petit que j. Donc, doit aller de 0 à i. Des j parmi n. I moins j parmi n moins j. J sur n à la puissance k, moins 1 puissance i moins j, ça ne change pas, x puissance i. On a tout ce qu'il nous faut. J'ai plus qu'à recopier. J'aurais pu laisser comme ça. Bon, il y avait quand même un petit bout de calcul à faire. C'était ce changement dans l'ordre des sommations. Mais c'est tout le calcul qu'il y avait à faire là-dedans. Tout le reste, ça provenait des questions précédentes. Donc ça, c'était la question C. Et question D. Dernière question. Montrer finalement que la probabilité que YK soit égal à I est égale à ce machin-là. Alors, quel est le lien entre tout ça ? La probabilité que YK soit égal à I,
c'est les coefficients du polynôme GK. Nous, ce que l'on a montré, c'est que pour tout x appartenant à R, pour tout k appartenant à n, GK de x, c'est donc la somme pour i allant de 0 à n des p de yk égale i, x puissance i, mais c'est aussi la somme pour i allant de 0 à n des sommes pour j allant de 0, j'ai marqué ici n, mais c'est i, à i, des j parmi n, i moins j parmi n moins j, j sur n à la puissance k, moins 1 puissance i moins j, multiplié par x puissance i. J'ai donc le même polynôme exprimé de deux façons différentes, par identification. Pour tout k appartenant à n, pour tout i dans 0n, la probabilité que yk soit égal à i vaut, eh bien cette somme, pour j allant de 0 à i, oui, des j parmi n, des i moins j parmi n moins j, des j sur n à la puissance k, et des moins 1 puissance i moins j. Et donc c'est pas tout à fait ça qu'on nous demande, mais on va pouvoir s'en sortir, on va pouvoir travailler sur ces deux coefficients binomiaux. Je croyais qu'on avait fini, mais pas tout à fait. Or, j parmi n multiplié par i moins j parmi n moins j, ça vaut quoi? Ça vaut factoriel n sur factoriel j factoriel n moins j, multiplié par factoriel de n moins j, divisé par factoriel de i moins j, multiplié par n moins j moins i plus j. Et ça, c'est n moins i factoriel. Donc on va les regrouper autrement. Donc on va avoir du factoriel n sur quoi? Ici, je vais mettre du factoriel i, du factoriel n moins i, multiplié par, donc ça c'est simplifié, ici j'ai du factoriel i, ici j'ai du i moins j, et j'ai du factoriel j. Et je reconnais ici i parmi n multiplié par j parmi i. Conclusion. Pour tout cas appartenant à n, pour tout i dans 0n, vous avez la probabilité que yk soit égal à i qui vaut i parmi n, la somme pour j allant de 0 à i, des j parmi i, moins 1 puissance i moins j, j sur n à la puissance k. Et voilà qui termine ce travail. Donc des questions de calcul pas forcément très sympathiques, mais à la fin, on ne fait que réutiliser ce qui précède. Et c'est souvent ce qui vous manque quand même.